Bonjour à tous et à toutes. Donc on a la lourde tâche de ne pas vous endormir et de gérer votre digestion avec des propositions, des informations et quelque chose qu'on va essayer d'avoir de manière dynamique. Je te laisse entamer, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Baptiste Rey, directeur général adjoint des établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée. Et je remplace au pied levé mon directeur général, Laurent Girometti, qui est grippé et qui m'a présenté l'opportunité de venir ici en disant à Bunus, il y a une totale liberté de langage, ce qui est à Bunus reste à Bunus. Vous me permettrez, devant mon ministre de tutelle, d'avoir une certaine retenue par rapport à ce propos. Par rapport aux différentes thématiques qui ont été évoquées ce matin, j'ai presque envie d'introduire notre séance de cet après-midi en disant que si la journée a été annoncée comme impossible équation, point d'interrogation, moi j'ai envie de vous dire que le métier d'élu, d'aménageur, de promoteur, de bailleurs sociaux et d'architecte relève aussi des métiers de l'impossible. Et néanmoins, je maintiens ce point d'interrogation pour rester optimiste sur les opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Sur la construction neuve et les impacts sur le climat, donc moi j'ai la chance d'intervenir dans une structure d'aménagement public qui intervient sur 44 communes, de communes qui sont de l'ordre de 2000 habitants jusqu'à plus de 70 000 habitants sur l'est de l'Île-de-France. Comme l'a dit Jean-Philippe Dugouin-Clément ce matin, un résident d'Île-de-France est a priori pas adaptable aux autres régions. Je vais quand même préciser que je suis natif de la Savoie, sur un village de 200 habitants en Maurienne, pas loin d'ailleurs de Chambéry, monsieur le maire. Et donc, on a la chance d'intervenir au quotidien sur des échelles finalement assez larges, où notre préoccupation, bien évidemment, c'est de garantir un parcours résidentiel, de créer de l'emploi et puis surtout de créer de la coordination et de la logique fonctionnelle entre d'autres thématiques telles que le déplacement, le transport, les énergies et plus globalement l'aménagement du territoire. La table ronde qui va nous animer cet après-midi parle de l'impact du climat sur le logement. Je voudrais me permettre d'introduire cette séance en disant que finalement la décarbonation de la construction est bien évidemment un élément majeur, mais relève d'un second ordre par rapport à l'impact sur le climat que relèvent les thématiques du déplacement, de l'usage au quotidien de nos villes. Et donc j'ai là envie d'être un peu optimiste en disant que bien évidemment la construction a un impact sur le climat, mais le logement existant, les déplacements et tout l'usage qu'on fait des villes au quotidien a un impact encore plus important. Donc il est important de positionner cette thématique de la construction à une échelle beaucoup plus large. Ce qui veut du coup me permettre de dire que sur la construction neuve, on est tous très engagés sur la performance énergétique des constructions que nous menons ensemble. On est aujourd'hui à des seuils de performance RE 2025 et RE 2028. Et j'ai envie de dire qu'on est peut-être aujourd'hui aussi en responsabilité de ne pas forcément vouloir viser trop haut sur des seuils qui impacteraient encore plus l'équation économique de nos projets. Christine ? Oui. Avant peut-être de redescendre, on voulait un peu respécifier les enjeux par rapport à cette question de la transition écologique. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de dérèglement climatique, on a tous eu très chaud, on s'est tous rendu compte de la différence quand on est dans un bâtiment qui est bien pensé ou dans un bâtiment où il y a la clim, où on n'a pas pensé mais où on a mis un instrument pour venir pallier aux problématiques de réflexion, et puis à ces moments de canicule qui vont augmenter dans les années à venir. Donc on a cette crise et ces enjeux liés au dérèglement climatique, mais pas que. On a la biodiversité, alors on parle beaucoup de l'artificialisation des sols, on en a beaucoup parlé ce matin, mais le sol, c'est aussi l'un des lieux qui capte le plus le carbone. Donc on ne parle pas simplement de le préserver, mais également de préserver la vie sur Terre. Et le troisième point, c'est la pénurie de ressources dont on parle vraiment beaucoup moins, mais qui est hyper impactant dans notre métier de fabricant de la ville. C'est ces ressources qui
qui ont des finitudes, que ce soit le sable, que ce soit l'eau, que ce soit d'autres matériaux, et la manière dont aujourd'hui on se préoccupe de là d'où ils viennent, de comment on les utilise et de comment on va finalement peut-être les amener plus en proximité. Sur le dérèglement climatique, on parle beaucoup de la canicule, mais finalement la question territoriale est hyper importante et on revient à l'aménagement du territoire. On a parlé ce matin beaucoup de l'érosion côtière et de l'augmentation du niveau des eaux. On n'a pas dit que c'était 165 000 bâtiments touchés et plus d'1,5 million de Français qui seront marqués. Et donc la question aujourd'hui, elle n'est pas que de dire quelle production neuve pour la construction de demain et le neuf, mais c'est aussi comment on va protéger tous nos concitoyens d'une France à plus 4 degrés. Et donc la question de l'aménagement du territoire, dans tous les cas, elle est essentielle puisque ce qu'on considère comme étant de la production neuve, que ça soit dans le bâti existant ou dans le territoire, va forcément se poser quelque part ou être utilisé quelque part. Mais aujourd'hui, comment sera la France dans 20, 30, 40 ans ? Donc on a voulu un peu se dire, il y avait ces enjeux-là un peu plus haut et qui nous emmènent en fait à une question après sur la question de la planification. Aujourd'hui, peut-on penser une politique du logement en France sans avoir pensé une politique de la planification écologique et spatiale en France? Donc la planification écologique, on l'attend, elle est en cours, mais est-ce qu'on va bien la spatialiser pour notamment savoir où on construit, comment on construit par rapport à la gestion de l'eau potable, à l'érosion côtière, aux canicules, etc., etc. Donc on a vraiment un enjeu qui a été repris notamment dans le CNR Logement, de vision, de données, de partage de données que les agences d'Urba connaissent bien, mais qui doit être partagé, qui doit être porté politiquement de manière assez forte, et en même temps se dire qu'on doit pouvoir asseoir sur les territoires cette forme d'importance, de partage de la gouvernance et de fabrication des projets. En gros, on va vous demander, dans le débat de cet après-midi, de repositionner la construction neuve globalement sur la notion d'équilibre des territoires et s'attacher à la notion d'attractivité des territoires liée aux liaisons de transport, aux liaisons de connexion numérique. On va également vous demander de repositionner la construction neuve sur les lieux de menaces climatiques. Les mouvements démographiques, notamment des seniors, évoluent également avec les changements climatiques. Et donc ça appelle également à des besoins nouveaux de logement sur des secteurs qui, de fait, avec le ZAN, ne devront pas être dans la possibilité de se développer. On a des exemples très précis. Alors, on connaît tous assez bien le contexte des métropoles, mais on a également le contexte rural. Moi, dans mon village familial des Alpes, on a le contexte très flagrant d'un village qui pourtant accueille 12 000 lits en station touristique et qui pour autant représente que 500 votants et qui représente que 2 sièges d'élus à l'intercommunalité sur 30 sièges d'élus. Se pose donc la question du transfert de compétences sur l'assainissement, sur les déchets, la question du PLUI également, et donc sur les opportunités qui devront rester celles de ces zones rurales qui nécessitent encore de pouvoir se développer sur des secteurs choisis, mais qui méritent d'avoir des familles qui continuent à s'implanter et à vivre sur ces secteurs-là. On a parlé ce matin un petit peu d'étalement urbain. Je ne sais pas si vous disiez, on a dit notamment qu'on n'avait pas de chiffres sur le coût des services publics en France dans l'étalement urbain par rapport à une zone dense. Ce chiffre a été fait au Canada, donc je n'ai pas l'étude sur moi, je ne l'ai pas retrouvée depuis ce matin, mais je sais que c'est de 5 à 7 fois plus cher selon les services publics. Ça veut dire que quand on pense la ville par l'étalement urbain, on augmente en fait le coût des services publics qui vont être associés à l'aménagement du territoire. Donc en fait, penser la ville avec la ville existante, dans le tissu urbain existant, en aménageant les friches, en considérant le bâti, etc., est aussi une économie de moyens pour la puissance publique à long terme. Et donc, ça va nous demander de réfléchir à nos manières d'habiter. Ça nous bouleverse, mais en même temps, c'est là où peut-être qu'il y a une parole positive à avoir. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, cette transition écologique peut nous faire revoir positivement nos manières d'habiter ensemble. Comment est-ce qu'on peut passer d'un moment où on a littéralement utilisé la voiture comme étant le mode de communication prioritaire, comment on a littéralement zoné nos manières de construire la ville, à un moment donné, imaginer une ville qui soit plus partagée, comme l'essence de la ville à la base. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que
pour accepter cette densité, cette manière d'habiter ensemble plus dense, comment est-ce qu'on va venir y rajouter de la qualité ? Et la qualité, c'est l'élément qui nous permettra en fait de faire cette équation qui est extrêmement difficile entre une forte densité et un besoin de nature. Et donc la qualité, elle va forcément toucher la manière dont on va dessiner, concevoir les espaces bâtis. Et là, il y a tout un enjeu d'accompagner les élus locaux, d'accompagner en ingénierie avant et pendant les projets pour justement savoir trouver des formes urbaines qui vont s'adapter, trouver le bon contexte. Et donc, en fait, revenir à l'essence même de l'architecture, à mon sens, et qui est le bâti, c'est savoir positionner par rapport aux contraintes un lieu dans un contexte. Et c'est toute l'essence même qu'on peut donner au travail qu'on a à faire ensemble aujourd'hui. C'est comment on considère ce qui existe déjà, on va le réparer, on va travailler sur cet existant. Et aujourd'hui, évidemment, l'équation économique est difficile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà réussi à le faire. On a plein d'exemples, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé l'étape de réussir à faire des démonstrateurs. On a engagé pour la qualité du logement de demain, un programme d'État aujourd'hui qui travaille sur ces sujets-là. On a plein de propositions architecturales dans des villages, dans des villes, sur des bars, qui montrent à quel point on peut considérer l'existant, travailler avec lui, produire du logement. Et puis, on a ce travail à faire qui est aussi de se dire construire n'est pas forcément obligatoirement utiliser les matériaux qu'on a utilisés depuis un siècle, 2 siècles. Et donc, dans la production neuve aujourd'hui, on doit retrouver des équilibres économiques à partir de matériaux qui viennent de produits, de circuits courts, de proximité. Ça veut dire peut-être aussi regarder ce qui s'est fait dans le passé, où on allait puiser à côté de chez nous la ressource en local, la terre crue, la pierre, et on va voir que dans un bâtiment en pierre, avec la canicule à 40 degrés, parfois on est bien mieux que dans des bâtiments neufs. Et on peut vivre en tant qu'habitant, on peut supporter, il suffit de fermer les fenêtres et on a cette qualité d'air parce que c'est traversant, etc. Et donc, il y a un vrai enjeu économique, pour le coup, à développer ces filières de circuits courts. En Île-de-France, ça a été un peu fait. Nous, on avait créé avec l'Ordre des architectes d'Île-de-France le comité de liaison des matériaux biosourcés pour valoriser l'émergence de toutes les filières. Et aujourd'hui, quand on voit une loi comme la loi Industrie verte, on a envie que cette loi soit une priorité. Dans cette loi, il y ait une priorité pour les matériaux, pour permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir dire, eh bien moi, cette mairie, ce logement que je souhaite faire en bois avec des matériaux biosourcés, des isolants locaux et pas aller chercher mon bois de l'autre côté des territoires, eh bien on peut le faire. Et ça, il y a une possibilité. On a aujourd'hui et la ressource et les expérimentations constructives. Il nous manque en fait le maillon de fabrication d'une filière tracée, c'est-à-dire que quand il y a des besoins, on a la matière et on a l'industrie qui va avec. Donc en fait, finalement, le logement, c'est aussi un moyen de repositionner une forme d'économie de la chaîne de valeur des matériaux. Et c'est à nous, par exemple, quand on dit allons mettre des panneaux solaires partout, de développer les panneaux solaires qui seront fabriqués en France et donc de développer l'économie locale. Et donc, c'est cette problématique des équipements produits en proximité, mais surtout des matériaux et des matières premières, est un enjeu pour la production neuve de qualité et qui répondra aux besoins des habitants. Donc la construction neuve doit aussi se positionner par rapport à la structuration des filières de circuits courts, de recyclage, d'utilisation des matériaux biosourcés. On a en France l'exemple de la filière du bois qui peine quand même à se structurer réellement pour appréhender des volumes importants. Et le deuxième enjeu que nous devons partager, c'est la notion d'acceptabilité du futur acquéreur de ce logement. Réussir à porter positivement un discours en disant qu'un logement neuf issu de matériaux recyclés et de circuits courts apporte une vraie plus-value, alors qu'aujourd'hui, on n'est réellement pas en capacité de démontrer que le logement sera moins cher à la construction et donc à l'acquisition. Et ça pose la question de comment on emmène tout le monde en fait dans la question de la fabrication de la ville face aux enjeux écologiques. Aujourd'hui, la question de la densité, on l'a posée ce matin, un R+2 à côté d'une gare, ça ne va pas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les habitants et les élus, ils veulent un R+2 à côté d'une gare ? Il n'y a pas forcément de raison stratégique. Peut-être que
la qualité de ce qui a été produit pendant des années leur fait peur et qu'on a envie aujourd'hui de trouver une qualité d'habitat, une qualité de fabrication de la ville différente et que peut-être que cette transition écologique va nous permettre aussi de travailler à la qualité de la fabrication des villes. En considérant évidemment le bâti existant. Je vois Monsieur le Ministre et je pense tout de suite aux villes de la reconstruction qui ont une capacité énorme à être des leviers de la transition écologique par les qualités spatiales des bâtis existants, par les hauteurs, par les cœurs d'îlots. En fait, à chaque fois, on va devoir être dans le projet. C'est un peu la fin de la ville facile et le début de la ville de projet. Et ça, pour emmener les habitants avec, il va falloir peut-être tout changer. La façon dont on fait les PLU, un texte, vous allez à la mairie, on vous donne un texte. Comment vous voulez qu'un habitant apprécie un texte alors qu'on est censé lui faire comprendre un territoire? Donc il y a des manières de faire, dessiner, raconter, partager. Et aujourd'hui, cette co-construction va être de plus en plus nécessaire, ce récit par territoire, pour appréhender mieux en fait, la manière dont on veut vivre ensemble, ce qui est finalement l'importance d'une politique de fabrication de la ville. Donc appréhender la construction neuve dans des impacts plus globaux, travailler beaucoup cette notion d'acceptabilité. Je pense que le R+2 en quartier de gare s'explique aussi beaucoup par le fait que construire aujourd'hui en hauteur n'est plus vraiment positivement, électoralement bien vu. Et quelque part, cette densité, cette question de la hauteur, c'est aussi la solution pour pouvoir répondre aux enjeux du ZAN. Donc on est quand même quelque part dans des logiques fortes, néanmoins qui peuvent a priori être vécues comme mal vécues, en tout cas par les habitants au quotidien. Donc réussir à porter positivement un discours en disant bien évidemment la priorité c'est sur la rénovation, pour autant on ne doit pas arrêter la construction neuve parce qu'on met en priorité la rénovation. Il y a des vrais enjeux de continuer à pouvoir produire. On évoquait ce matin 5 millions de logements en classification F et G et 380 000 logements produits. Donc on voit bien que les deux peuvent coexister. Et bien évidemment, rappeler l'enjeu d'appréhender globalement la notion de construction avec les territoires, chacun des territoires, leur logique, leurs besoins, la création d'emplois, les déplacements, et de pouvoir aussi lutter. J'entends souvent que les élus sont quand même face à des logiques très compliquées avec des transports en commun qui n'arrivent que quand le logement existe et des élus qui sont prêts à faire du logement que quand les transports en commun existent. Donc c'est quelque chose sur lequel on doit également travailler en explication, en pédagogie, pour faire en sorte que la vision du territoire soit comprise par les habitants et par les électeurs d'un territoire. Alors peut-être quelques petites interrogations qu'on voulait poser à nos débatteurs. Comment est-ce qu'on change de modèle ? On a un besoin de changement de modèle, notamment dans la fabrication. On parlait tout à l'heure les acquisitions en bâti ancien qu'on réhabilite. Comment est-ce qu'on trouve un moyen que ça soit faisable et facile ? Comment on densifie les zones pavillonnaires ? Comment est-ce qu'on travaille sur les friches commerciales ? Tous ces modèles-là, on sait le faire. Comment on passe de la parcelle à l'îlot aussi, pour réfléchir. Mais ça demande en fait ce que nous, on appelle en architecture le projet, et beaucoup d'entre vous aussi l'appelaient le projet, et qui questionne sur la manière dont on prend le temps de faire pour faire. Et donc cette notion de temps aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup, mais on va quand même avoir besoin de ça pour passer d'une ville facile à une ville de projet, prendre le temps de faire. Il y a un petit mot, moi je voulais dire, sur la question de la démolition. J'ai toujours du mal à imaginer qu'on continue de positionner la démolition comme étant une option. Alors, je ne parlerai pas de la butte rouge, mais j'en parle quand même, qui est ce quartier à Châtenay-Malabry, qui est une vraie honte aujourd'hui qu'on soit sur des logiques de démolition, alors qu'on aurait besoin, et on aurait eu besoin de réhabiliter ces logements depuis très longtemps, et d'en construire d'autres dans une logique de favoriser la densification. C'était possible, c'est toujours possible, Monsieur le Ministre. Au plus haut niveau de l'État, tout le monde le sait. Il n'y a plus qu'à essayer de faire changer le politique qui gère cet espace. Mais il y a un vrai enjeu pour en faire aussi une question de modèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut produire, déjà arrêtons de démolir. Il faut que je reprenne là-dessus. La question de... Ça vous fait marrer.
la logique de... Tu ne me l'avais pas dit, ça. C'est écrit là. Sur le fond, oui. Donc la question de la construction neuve en associant la filière du hors-site. Est-ce que cette filière du hors-site va réellement apporter une plus-value sur l'économie du projet? On sait que dans la construction classique, on peut parfois avoir à peu près 20% de reprise au cours d'un chantier. Et donc finalement, tout ça génère des surcoûts. Est-ce que la solution du hors-site peut répondre à cette ambition de stabilisation des coûts de construction? Je ne reviendrai pas sur le sujet du coût du foncier qui a été évoqué ce matin, mais on peut aussi se dire, là je prends l'exemple de la région Île-de-France, Jean-Philippe, que connaît parfaitement, il y a 50 ans, 70 ans, on a créé l'agence foncière et technique de la région parisienne pour pouvoir porter du foncier à long terme, et quelque part, je suis, moi, sur Marne-la-Vallée, un exemple très concret qui fait que je peux maîtriser les coûts de foncier à vendre ensuite derrière à des bailleurs sociaux, à des promoteurs ou à des entreprises, parce qu'il y a eu une maîtrise foncière sur 30, 50 ans de la part de l'État, et que je sais caper quelque part dans les consultations de promoteurs. Les charges foncières sont fixes, donc il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de deal par rapport à ça. On choisit un projet par rapport à la qualité de la proposition et pas par rapport au montant de la charge foncière. Ça, c'est aussi une piste de réflexion pour faire en sorte que les constructions neuves continuent à se faire dans des équations économiques à minima maîtrisées. On a également le sujet de l'assurance des projets qui existe aujourd'hui sur la construction neuve, notamment pour les constructions bois. C'est quelque chose qui existe. Donc, comment vont se comporter également les assureurs sur les futures constructions neuves qui répondent aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui? C'est aussi une question qui est ouverte. Et puis, bien évidemment, en tant qu'aménageur public, on se doit de se poser la question aussi, qui a été évoquée en partie ce matin, sur la notion de propriété. Bien évidemment, on a évoqué le BRS sur le résidentiel, sur la partie économique, que les choses commencent à se développer. Et puis, je le dis devant une architecte, re-questionner aussi certainement la place de l'architecte par rapport à la chaîne de valeur aménageur, promoteur, constructeur usuellement utilisée jusqu'à maintenant. Moi, je fais partie des convaincus qui pensent que l'architecte doit être associé plus en amont pour conforter la faisabilité technique des projets et faire en sorte que derrière, l'équation financière du projet soit mieux maîtrisée de l'amont vers l'aval. Je pose même la question de l'association des entreprises plus en amont pour au moins faire en sorte qu'il y ait des engagements forts sur ce sujet-là. Donc ça ouvre pas mal de champs. Réinterroger le métier du promoteur, repositionner le rôle de l'architecte dans la chaîne de valeur. Donc tout ça est aussi très lié à ce qu'on doit pouvoir faire ensemble de la construction neuve. Merci. Merci Jean-Baptiste. Alors merci pour cette introduction un peu encyclopédique là, parce que là on a balayé un nombre de concepts assez phénoménal. Donc je ne sais pas si vous aviez fait un pari, ils sont où? Christine et ils sont là. Je ne sais pas si vous avez fait un pari pour citer un max de concepts et de problématiques, mais là on a bien conscience des enjeux et de la difficulté de tous ces thèmes qu'il faut croiser pour répondre à notre sujet qui était, je vous le rappelle, quelle production nouvelle pour limiter l'impact sur le climat et sur les prix. Et on va inviter tout de suite à la tribune, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé notre horaire, Emmanuel Cos, président de l'Union sociale pour l'habitat et ancienne ministre du Logement, Julie de Roujoux, directrice générale déléguée de Nexity, Iñaki Echaniz, député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, qui est venu avec son fan club. Les applaudissements sont plus nourris pour vous, monsieur le député. Sébastien Labourdette, président de la Fédération française du BTP des Pyrénées-Atlantiques, qui a lui aussi son fan club. Et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Et en plus, il prend votre argent. Ils sont très forts à la Fondation. Vous défiscalisez, bien sûr. Ok, très bien. Alors bonjour à tous, je vois que la salle est assez animée soudain, donc merci à Madame Lecomte et à Monsieur Ray d'avoir... on a un timing, Jean-Luc, je crois que c'est 16h15, c'est ça? Et Emmanuel Cos doit partir. Donc voilà. Juste, je me présente vite fait, Benoît Barbedette, donc je suis journaliste à News Tank Cities et on est partenaire de cet événement depuis 2018, on en est fort heureux. Merci Jean-Luc et merci pour cette organisation. Cette année encore, c'est une
Réussite. Un petit mot que j'ai entendu tout à l'heure, tout ce qui est dit à Bunus ne reste pas Bunus. Hein, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas vrai. Hein, c'est une légende. Voilà. Donc les propos, vous les retrouverez assez vite. Je ne sais sur quel réseau ou quel canal d'information. On a donc... Cyril va nous faire un petit... On a prévu rapidement... Très rapidement. Introduction. Vous savez tous pourquoi vous êtes là. Donc je ne vais pas relire et essayer de synthétiser l'intitulé de ce débat. Donc on va commencer tout de suite pour essayer de gagner un maximum de temps. Et encore merci à Christine Lecomte et à Jean-Baptiste Ray d'avoir fait cet exercice difficile d'introduire ce débat. L'idée, c'est de partir, de profiter aussi de la présence de notre nouveau ministre, Monsieur le ministre, pour essayer aussi d'avoir une lecture peut-être un peu politique de cette question. Moi, juste dans la question, quelle production nouvelle pour limiter l'impact sur le climat et les prix? Je vois un mot qu'il faudrait définir, c'est production nouvelle. On parle de quoi? On parle de quel volume? On parle de quel type de produit? Est-ce que la réhabilitation lourde, c'est de la production nouvelle? Je ne sais pas. Limiter l'impact sur le climat et sur les prix, on a des normes qui sont là. On sait qu'il y a des impacts sur les coûts de construction, mais on va en parler avec vous, et les prix. Et je passe tout de suite la parole, Benoît, si permet, à Emmanuel Cos. Voilà, à Emmanuel, donc on a prévu trois temps. On va partir d'un constat, donc chacun une question, enfin un point sur le constat. Il est important de refaire un constat, proposition et proposition du futur. Emmanuel, ma première question, elle est assez simple par rapport à l'équation qui est l'impossible équation, point d'interrogation. Comment le mouvement HLM aujourd'hui, donc je rappelle, le mouvement HLM, c'est 5 millions de logements, c'est 12 millions de personnes, donc d'habitants et d'habitantes, fait face à cette équation qui est à la fois de produire, de rénover, mais en même temps de faire face à des besoins croissants de logements. Bonjour à toutes et à tous, et je salue tous les amis, y compris tous les dirigeants HLM qui sont très nombreux aujourd'hui, et remercier Jean-Luc Bayrou pour l'invitation et ce moment qui est toujours si agréable, et y compris Monsieur le Ministre en votre présence, parce que voilà, on aura l'occasion de beaucoup se voir, je pense, d'ici le congrès HLM, qui, je le rappelle, est le 3 octobre à Nantes, où vous êtes tous attendus, mais d'ici là, il est aussi important qu'on puisse se parler. Moi, je vais revenir sur le thème en fait de la journée, parce que équation impossible, je suis désolée, mais il n'y a pas d'équation impossible. En matière de logement, il n'y a pas d'équation impossible. Ou alors on arrête tout avec Christophe, on repart et on fait autre chose dans la vie. Il n'y a pas d'équation impossible. Les constats, on les connaît, et ça fait des années qu'on les écrit, quelles que soient les positions qu'on a occupées les uns et les autres. Des solutions, il y en a beaucoup, et y compris la présentation qui vient d'être faite là nous amène beaucoup de solutions. Donc moi, je suis désolée, vous me connaissez, donc vous ne m'en voudrez pas, mais il n'y a pas d'inconnu aujourd'hui. Les exigences environnementales, elles ne sont pas inconnues, et les objets sociaux qu'on doit traiter ne le sont pas non plus. La question, c'est est-ce qu'on veut le faire? Et quand je dis le on, c'est à quel niveau? Est-ce que l'État veut encore s'occuper de la crise du logement aujourd'hui en France? Moi, je ne sais pas répondre à la question. Et je le dis parce que moi, je crois à une vision où un État est responsable de ces sujets-là, tout en étant en collaboration avec les collectivités locales, voire des projets de décentralisation, pourquoi pas. Mais en tout cas, est-ce que vraiment c'est un souci national de loger l'ensemble de nos concitoyens à un revenu abordable? Moi, ça m'empêche de dormir depuis fort longtemps, et d'où mes engagements, mais comme à d'autres. Mais la réalité, c'est qui en parle? À part des événements comme Bunus, le congrès HLM, je pourrais les lister, il y a peut-être 5 événements dans l'année et la remise de rapport de la Fondation Abbé Pierre. Mais qui se soucie de ça, à part nous, les acteurs, et de temps en temps, des gouvernants, et beaucoup des élus locaux qui se démènent seuls, aujourd'hui seuls sur le sujet. Et donc la question que vous me posez sur les besoins des HLM, moi je ne vais pas répondre à l'ensemble des besoins de logement de la France entière, mais j'aimerais bien, J'aimerais bien, et j'aimerais même avoir doublé le parc HLM pour répondre à ces enjeux-là. Mais ce qui est quand même vrai, c'est qu'on demande au secteur HLM aujourd'hui de loger tous les ménages qui sont en demande. 1 700 000 ménages, je ne parle pas de personnes, je parle de ménages, qui sont en attente d'un logement social, sans compter ceux qui sont en mutation. 1 700 000, 7% d'augmentation l'année dernière dans la France entière. 5% dans des régions qui étaient en déprise depuis 10 ans, où on démolissait à la demande de l'État du logement social. Donc que personne ne me dise qu'il n'y a pas un problème d'accès au logement abordable, et que ce n'est pas, comme je l'ai pu le lire et entendu, certes par le Trésor, mais pas que, c'est pas que nos loyers font appel d'air et sont attractifs. C'est parce que nous sommes les seuls à aujourd'hui offrir un logement qui correspond aux revenus, notamment salariés, et de beaucoup de retraités.
Et en plus, et ça va être dit certainement après, blocage de l'accession sociale, blocage du parc locatif privé qui s'évapore. Et vous nous demandez, c'est quoi vos solutions ? Nos solutions, c'est de produire. J'ai bien dit produire, je n'ai pas dit construire du neuf. J'ai dit produire. La production nouvelle, ce n'est pas que de la construction neuve. À Paris, ça fait longtemps qu'on ne fait plus de la construction neuve. On fait de l'acquisition, amélioration, on réemploie, on rebâtit, on prend, on traite des friches, on fait tout ce qu'on peut. Et d'ailleurs, on le fait, je l'ai vu hier à Bayonne avec Domo France. Enfin, à Paris et ailleurs. Non, mais on le fait partout. Parce que vous savez quoi ? Parce que d'une part, en tant que bailleur, on n'a plus accès aux fonciers. Ils sont trop chers, les fonciers nus. Ou alors, ils sont impossibles à faire. Et que par ailleurs, on ne veut pas être que dans la main des enjeux de l'achat de VEFA et qu'on veut aussi produire tel qu'on le veut le faire. Et donc, on va là où sont les besoins, là où les élus nous sollicitent. Mais la question, c'est est-ce que vraiment, il y a une volonté politique de nous soutenir pour produire ces logements qui manquent ? Au niveau de l'État, soyons clairs. Mais au niveau de l'État et des collectivités publiques, et en particulier de l'État, parce qu'on est encore dans un pays centralisé, et donc moi, j'attends de la dynamique et de la vision. Et pourquoi je dis cela ? Parce que il y a plein de sujets. Il y a des logements vacants, évidemment. Il y a trop de résidences secondaires ici au Pays Basque. Évidemment qu'il y en a trop. Et d'ailleurs, la preuve, je me suis encore baladée hier, ça continue à construire. Ça continue à construire au Pays Basque. Est-ce qu'il y a du logement social là-dedans ? Apparemment pas partout. Quand je vois les niveaux d'application de bilan triennal de la loi SRU, comme je suis en train de les analyser à la commission SRU. Donc la question, en fait, c'est est-ce que ça nous saucisse collectivement que l'ensemble de nos concitoyens, notamment ceux qui font tourner le pays, notamment les salariés de première ligne, puissent se loger dignement. Ils ne demandent pas le luxe, ils demandent de la dignité, un logement où ils sont bien, où ils ne crèvent pas de chaud l'été, où ils puissent en effet être proches de leur activité et de leur emploi, et qu'ils puissent répondre, et M. le ministre en a parlé, notamment sur les enjeux de réindustrialisation, d'être présents quand il y a de la dynamique économique très forte. Donc ça veut dire qu'il faut investir massivement. L'État l'a fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il l'a fait à plusieurs reprises. L'État récemment a su le faire sur la durée. Moi, la question que je ne sais pas résoudre aujourd'hui, c'est pourquoi ces dernières années, nous n'avons plus de lisibilité, d'engagement simple sur la durée et de vision. Et pour terminer, parce que je sais que je parle trop et qu'après je partirai, et ne m'en voulez pas, mais je dois être dans un autre débat avec Inaki qui, lui, va voler, je ne sais pas comment il fait, mais à l'autre bout de la France demain. Il ne va pas dormir. Voilà, mais moi si, parce que je suis plus vieille que toi. Les enjeux environnementaux, je l'ai déjà dit ici dans un débat où je suis intervenue il y a 2 ans, arrêtons avec ça. Les exigences environnementales ne peuvent pas être le cache-sexe de l'inaction sur le logement. Il faut arrêter avec ça. Franchement, dans le logement social, on a le parc le moins énergivore. On n'attend que ça de doubler notre activité avec une lisibilité sur la rénovation et on continuera à faire. Et on a plein de défauts et on a plein de choses en retard, mais on va continuer. On sait construire du neuf peu émetteur, on sait faire de l'acquisition-amélioration, on a des enjeux de réhabilitation massifs. Mais pour ça, il faut aussi qu'on nous explique les choses sur une durée et pas qu'on nous dise tous les 3 ans, ah ben là ça change, et puis là tu coûtes trop à l'État, et puis les APL ceci. Enfin, il y a un moment, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des pantins. On est des acteurs économiques et sociaux. On a besoin, les élus ont besoin d'un mandat et de visibilité pour agir, et bien nous c'est pareil. Et donc c'est vraiment ça la question. Et en tout cas dans les acteurs du logement et pas que social, parce qu'on voit aussi chez les acteurs privés, ça fait bien longtemps qu'on a mis en premier lieu les exigences environnementales dans nos sujets, parce que depuis quelques années on n'a pas le choix. On ne fera pas sans ça. Donc la question, c'est plutôt comment on y va, avec des outils publics, avec le soutien des élus locaux, mais aussi, je vous le dis quand même, avec l'impression qu'on estime qu'on est utile et qu'on est soutenu. Et moi, aujourd'hui, je n'ai pas totalement l'impression que c'est le signe que m'envoie une partie des dirigeants. Donc, Monsieur le ministre, j'espère qu'à Nantes, dans un mois, vous pourrez répondre à mes interrogations. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Alors... Voilà. Un fort applaudimètre. On s'était dit avec Cyril que ça allait être une séquence politique. Bon, avec la présence du ministre, ça n'a pas raté. C'est une séquence politique et c'est normal. Alors on va continuer sur cette séquence. À votre gauche avec le député donc Inaki Echanis qui est donc j'ai compris donc le député le local de l'État presque. Est-ce que finalement on va rester sur cette question? Est-ce que finalement, je vais reprendre l'expression qui est assez drôle, est-ce que la transition écologique est le cache-sexe de l'inaction et de la non-production de logements en France?
Alors, Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous. Toujours difficile de passer après Emmanuel Cos qui, de mon point de vue, a dit l'essentiel et du moins le plus important. La question qui est posée est assez simple et ma réponse va dans le même sens qu'Emma. Mais je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis très heureux d'être là pour cette deuxième édition, pour ma part, des entretiens d'Inchauseta. L'année dernière, j'ai eu l'honneur d'ouvrir cette journée qui était alors intitulée « Logement, ne perdons pas de temps ». Et cette année, je participe à cette table ronde. Je tiens d'abord à remercier Jean-Luc Béraud pour sa confiance et l'ensemble des organisateurs et des bénévoles qui permettent à cette journée de se tenir. Mais depuis l'année dernière, je peux pas m'empêcher, Emma n'endort pas la nuit, mais moi je me pose la question régulièrement, de savoir si nous n'avons pas perdu de temps, justement, depuis l'année dernière. Moi, à titre personnel, depuis l'édition 2022, et ce n'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui, je me suis plongé dans ce grand chantier qui est celui de la politique du logement. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose en fonction du point de vue où on se place. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, compliqué, difficile, avec des difficultés parfois de compréhension du grand public, avec des enjeux qui sont extrêmement importants, mais surtout une nécessité d'agir. Et c'est pour ça que j'ai pris le secrétariat national de mon parti sur cette thématique-là, où on se rend demain avec Emma et que je suis chef de file pour mon groupe parlementaire. Et j'essaye tous les jours de me poser cette question, qu'est-ce qu'on a fait pendant un an ? Et quand je me pose la question, est-ce qu'on a perdu du temps ? Malheureusement, globalement, oui. Oui, parce qu'il y a eu quelques avancées, mais pas suffisantes. Il y a eu des initiatives parlementaires ou commerciales, économiques qui ont été mises en place et qui n'ont malheureusement pas vu le jour. Et puis, l'exemple typique, et j'en suis désolé, monsieur le ministre, est la question du CNR. Et je fais partie, vous le savez, de l'opposition, je ne fais pas partie de la majorité, et j'avais un avis assez dubitatif sur les conseils nationaux de la refondation, en me disant, bon, c'est un gadget. Mais quand j'ai vu celui du logement, avec Mme Bédag et avec Christophe Robert se mettre en place, avec l'énergie, avec tout le monde qui se mettait autour de la table, je dis, ça peut être l'occasion de me faire mentir et d'avoir eu une vraie production d'idées et un vrai plan d'avenir pour la section et la politique du logement. Et malheureusement, le constat est celui d'un échec et d'une déception immense de l'ensemble des tenants et des aboutissants du logement. Il y a eu aussi le groupe d'attrition sur le logement en zone tendue, auquel je participe avec Frédéric Espagnac et Jean-René Etchegaray, qui a donné lieu à des échanges intéressants, à des prises de position intéressantes, à la fois des élus locaux, mais aussi de l'IGF, de l'IGAC, sur la fiscalité, sur les zones tendues, sur les meublés de tourisme. Et on reste un petit peu sur notre faim, parce que l'une des décisions qui a été donnée au compte-rendu, c'est de créer un énième observatoire de la situation dans les zones tendues. Je crois que l'observation, elle a eu lieu, et il est temps de passer à l'action sur ces sujets-là, sur la production dans les zones sous tension, sur l'orientation des logements à destination de la résidence principale et pas de la résidence secondaire. Et puis, il y a eu des initiatives parlementaires, des propositions de loi, en attente d'un projet de loi du gouvernement qui n'est malheureusement pas venu. Et je suis très heureux de vous savoir ici, monsieur le ministre, parce que j'espère que nous aurons l'occasion de vous accompagner sur un projet de loi d'envergure et ambitieux pour la question du logement. Il y a eu une proposition de loi transpartisane que j'ai eu l'honneur de coporter avec Anaïs Glemer, députée Renaissance du Finistère. Ce n'est pas chose simple pour un député de l'opposition élu face à un programme d'un président qui, sur beaucoup de points, nous oppose, de dire « Ok, on met carte sur table et on travaille main dans la main, opposition, majorité, pour changer la vie des territoires et pour répondre à ce besoin des élus locaux et de la société civile. » Je pense notamment à Tchétchévéry et à Alda et à tous les militants au Pays Basque qui se mobilisent, que vous avez eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure, monsieur le ministre. Et j'ai pris cette occasion de travailler avec Anaïs Glemer, avec Guillaume Kasbarian, avec qui pourtant j'ai beaucoup d'opposition, notamment sur la question du social et de la prise en compte des plus précaires d'entre nous. Et on a travaillé, on a fait une proposition de loi qui a été inscrite à l'ordre du jour, qui visait à réguler la question fiscale, qui visait à renforcer
la boîte à outils pour les collectivités, notamment de pouvoir définir des zones à urbaniser à vocation uniquement résidentielle permanente pour ne pas voir s'envoler, construire des nouveaux bâtiments qui deviennent des résidences secondaires à peine le toit est posé sur les murs. Il y a eu la question du DPE aussi, qui est aujourd'hui obligatoire et dont les passoires thermiques seront interdits à la location longue durée, mais avec cette nécessité de l'étendre à l'ensemble des meublés de tourisme, parce que l'appel d'air qui n'y avait pas été anticipé, c'est que le propriétaire qui ne veut pas rénover pour faire la location longue durée pourra très bien en faire un Airbnb et donc encore diminuer l'offre locative sur nos territoires. Donc cette proposition était sur la table, elle a été inscrite à l'ordre du jour, des administrateurs avaient été nommés, elle était programmée en commission des affaires économiques et en semaine transpartisane de l'Assemblée, jusqu'une semaine avant, où elle a été déprogrammée sous la pression politique d'un groupe politique bien implanté sur ce département-là, qui n'a pas accepté que d'autres forces politiques nouvelles sur ce territoire puissent s'emparer du sujet et arriver à faire du transpartisan avec la majorité et à faire évoluer les choses dans le bon sens. Je le regrette, mais je sais que nous sommes plusieurs à avoir pris ce débat en main, à avoir fait avancer le sujet, à la fois sur le plan politique et sur le plan médiatique. Et je souhaite, Monsieur le Ministre, que nous puissions en parler très vite, que nous puissions y travailler, faire des actions concrètes, à la fois dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Je sais que c'est une ambition du gouvernement d'agir sur la question du logement, mais plus largement d'agir sur ce qui se passe ici au Pays Basque, mais qui concerne l'ensemble du territoire national, qui est aujourd'hui une véritable zone tendue. Et je reste convaincu que le logement doit être la priorité du législateur et du gouvernement, car il est au cœur de la vie de nos concitoyens et surtout au cœur de la vie de nos territoires. Et pour revenir sur la thématique plus précisément, quelques chiffres qui sont parlants mais qui ont déjà été évoqués depuis ce matin. Le logement est le premier poste de dépense des ménages. Donc on pourra toujours parler de pouvoir d'achat, de chèque énergie, d'allocation de rentrée. Tant qu'on ne réglera pas la question du logement, on n'améliorera pas la question du pouvoir d'achat. En 2017, c'était 20% de dépenses des ménages et 32% pour les plus modestes. C'était en 2017, l'inflation est passée par là. L'enquête de l'INSEE n'est pas encore sortie, elle ne devrait pas tarder et je pense que l'augmentation de la part de dépenses sera bien importante, d'autant qu'on le sait qu'entre 2017 et 2022, le prix du logement a augmenté de 15%. Sur la question environnementale et bioclimatique, les logements aujourd'hui, 19% des ménages souffrent du froid dans leur logement, 59% des Français souffrent de chaleur dans les logements, on vient de sortir de cette période caniculaire. Et dans les quartiers quartiers politiques de la ville, c'est 70% des habitations des habitants qui souffrent de la chaleur et 43% des dépenses d'énergie du territoire national concernent le bâtiment. Et bien évidemment, si on compte globalement, nous atteignons les 7 millions de passoires thermiques sur notre pays. Donc c'est des chiffres qui sont parlants, que vous connaissez tous. Il y a donc un enjeu de transition écologique et d'accès au logement pour tous. Et je regrette que le président Emmanuel Macron, dans son interview de rentrée dans Le Point d'avant-hier, ait parlé beaucoup de choses, mais pas de la question du logement qui est pourtant centrale dans la vie de notre territoire. Merci. Mais je me réjouis de la présence du ministre ici aujourd'hui. Je vous ai écouté sur France Inter hier matin et je suis convaincu, et je l'ai dit à votre prédécesseur, je l'ai dit à la Première ministre, je suis convaincu que la question du logement peut être le sujet de compromis et le sujet qui réunit l'ensemble des politiques de ce territoire et du pays, des oppositions comme de la majorité autour d'une table pour sortir une vraie loi de programmation, une vraie loi qui change la vie du logement, mais aussi des Français. Et j'espère qu'on sera amené à se voir très prochainement pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Je vous remercie. Merci. Bon. On vous a amené de l'eau sur la table, hein. N'hésitez pas à vous désaltérer. Voilà. Alors, on a parlé du CNR. Je passe le micro à Christophe Robert. En effet, le CNR a été un des grands sujets, un des grands enjeux. Ça a été un gros travail qui a été fait ces derniers mois. Les conclusions ont été rendues donc au mois de juin. Vous étiez donc co-animateur, co-président de du CNR Logement avec donc Véronique Bédac, donc PDG de Nexity, président de Nexity. Et comme, si je dois paraphraser un certain président, ça a fait pchit finalement. Et ça a été assez... aujourd'hui encore, on se demande ce qui peut en sortir. Alors, Christophe Robert, vous étiez au cœur de la machine, si je puis dire, de CNR Logement. Quel bilan vous en retirez? Et puis aujourd'hui, quelle vie ou que va-t-on faire de toutes ces propositions qui sont sorties du CNR?
Et moi, j'ai une petite question aussi. On parlait de production et qu'en est-il du diagnostic en termes de production? Parce que Emmanuel Cos le rappelait tout à l'heure, on avait des objectifs de production il y a quelques années. Là, il n'y en a plus. L'évaluation des besoins aussi, on a des difficultés encore à bien connaître les besoins. Donc, est-ce qu'on peut aussi aborder ce petit point-là, Christophe? Eh bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous pour cette organisation. C'est toujours un plaisir d'être ici et bravo pour cet événement. C'est vraiment très important qu'on puisse avoir des temps de débat. Merci, monsieur le ministre, d'être présent. Le sujet est important, vous le savez. Bon, CNR. 6 mois de travail, 200 personnes mobilisées, tous les acteurs à peu près alignés pour travailler ensemble, pour s'oublier un peu, oublier de là où ils parlent, leurs intérêts économiques, leur public, parce que le président de la République a dit le Conseil national de la refondation doit traiter des sujets qui comptent pour la société. Et effectivement, ça vient d'être dit, ça a été dit toute la matinée, le sujet du logement compte pour la société. Donc c'était une bonne nouvelle. Ce travail a duré pendant 6 mois, avec le ministre, co-animé avec le ministre Olivier Klein. Et au fond, moi j'avais qualifié ça le lendemain de la restitution et des résultats de gueule de bois. Et je pense qu'il faut faire attention à la gueule de bois. C'est-à-dire que quand on a autant de bonne volonté, autant d'acteurs, autant de capacités, autant d'idées, autant de mobilisation, autant de gens qui ont pris conscience de l'importance pour nos concitoyens, pour nos territoires, pour le développement économique de la question du logement, on ne peut pas balayer d'un revers de la main une démarche aussi importante que celle-ci. Donc il y a un problème. Il y a eu un problème dans cette phase de juin de restitution du CNR. D'ailleurs, il a été différé, d'ailleurs, etc., etc. Il y a eu un problème parce que, au fond, si j'analyse, c'est mon point de vue, au fond, c'est difficile de faire une bonne politique du logement si on a décidé d'en faire un des leviers premiers de la baisse de dépenses de l'État. Non, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que c'est l'analyse que je fais post-CNR. Et j'espère pouvoir me tromper pour ce qu'il reste du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, quand on regarde bien, on a eu, en 2022, 4 milliards de baisse de budget de l'État dédié au logement, principalement sur les bailleurs sociaux et les APL, c'est-à-dire sur les ménages modestes. Alors que la question de la production, elle est posée aussi sur où et quoi comme logement, pour qui. Tout le monde n'a pas besoin d'être aidé dans la société. Donc, quand, à la sortie du CNR, on nous annonce une réduction de voilure sur le PTZ et la suppression du dispositif de défiscalisation Pinel, le ministre des Finances, de l'économie, nous dit « Super, on va faire 2 milliards d'économies en plus en rythme de croisière ». Au fond, elle est là l'équation. C'est-à-dire que c'est ça qu'on nous dit. On travaille sur comment favoriser la primo-accession des ménages modestes, comment concilier la question écologique et la question de la production, et la question de la réponse aux besoins sociaux, comment pouvoir accompagner les jeunes, comment accompagner le plein emploi dont on sait que le logement, on l'a dit ce matin, est un des freins majeurs. Quand on sait à quel point l'impact que a les mauvaises conditions de logement sur la santé, sur la scolarisation, etc. Donc, il y a un problème. Juste un chiffre pour que vous mesuriez ce que je suis en train de dire. Le poids du PIB de la dépense totale de la nation, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et Action Logement, c'était 2,2% en 2010. 2,2% du PIB, c'est aujourd'hui 1,5%. Et 1,5%, c'est un chiffre qui n'a jamais été aussi bas depuis que la mesure existe. Donc, il y a un problème. Et le problème, il est où? Il n'est pas seulement de dire ces économies, elles n'étaient pas justifiées, ou c'est de dire ça n'a pas été fait pour faire une autre politique. Et c'est là où, nous en discutions au déjeuner, monsieur le ministre, il y a un problème. Et c'est ce que disait Makos. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quoi la politique? Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, il y a un point qui est majeur. Et si je vais commencer à répondre aux questions. Il y a un point qui est majeur, c'est que je pense que le virage de la rénovation, de l'enjeu écologique du logement a été pris. Thierry Repentin le disait ce matin, il parlait de verre à moitié vide, on peut dire qu'il n'est peut-être pas complètement à moitié vide, il est à 3/4 moitié vide ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas il y a une démarche qui a été initiée. Il y a une mobilisation des acteurs. Les objectifs de rénovation globale, par exemple, qui ont été affichés au CNR, de 66 000 à 200 000 en 2024, ce sont des bons objectifs. A priori, ce qu'on aura dans le projet de loi de finances, si j'ai bien compris, c'est qu'on passerait pour les ménages modestes pour des rénovations globales, en gros de 20 000 € à 60 000 € par logement pour faire ces rénovations globales. C'est sérieux. Là, oui, il y a quelque chose qui a évolué.
le virage a été pris. Il me semble que la démarche de la planification écologique dont je parlais tout à l'heure nous conduit à constater que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ça a été dit ce matin. C'est difficile, mais il y aura toutes les forces de ce pays pour arriver à le faire, je le pense. Mais le virage a été pris et on va y aller. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix parce que, en fait, ça marche comment la planification écologique? C'est les tableurs Excel. Le transport, le logement, et ceci, cela. Il faut arriver à nos objectifs de 2035, il faut arriver à nos objectifs de 2050. Combien il y a d'émetteurs de gaz à effet de serre? Comment on fait pour les réduire, etc., etc. Simplement, une petite musique est en train d'émerger simultanément à la restitution des résultats du CNR. C'est à la place de. C'est, finalement, on va faire évoluer tout le secteur du logement, du réemploi absolument indispensable, de la rénovation absolument indispensable, enfin de la production vers la rénovation ou vers le réemploi. Et là, il y a un risque majeur. Et je pense qu'elle est là, l'erreur, si c'est vers ça que l'exécutif veut s'orienter. Il nous faut les deux. Il nous faut absolument continuer à, bien sûr, accélérer la rénovation thermique, le réemploi, la ville sur la ville. Et ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Et je vous invite à lire les 3 rapports du CNR Logement qui ont été produits avec tous les acteurs. Ils sont synthétiques, ils sont complets, mais c'est la masse, je crois, de connaissances qui a été bien synthétisée pendant une période de 6 mois. Mais le choix est en train d'être fait de réduire considérablement la production de logements. Et c'est la production neuve de logements. Et c'est une erreur. C'est une erreur monumentale. Non pas qu'il faille un objectif, je ne sais pas quoi, national, qui serait aveugle, etc. Non, de se préoccuper de la territorialisation de ces objectifs, de se préoccuper de quel logement on fait sortir de terre. Tous les territoires n'ont pas besoin des mêmes logements. Les dynamiques économiques ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont en réindustrialisation, ceux qui sont en déprise économique, la relance des territoires des petites villes qui sont en train de s'effondrer. Bref, et on sait faire, on l'a fait aussi avec Action Cœur de Ville. Donc, il faut beaucoup plus de stratégie d'aménagement du territoire, ça a été dit tout à l'heure. Il faut beaucoup plus que l'État soit mobilisé pour accompagner les acteurs pour pouvoir relancer cette production du logement, y compris neuf. Et ça me paraît un enjeu essentiel. Pourquoi? Parce qu'au fond, Emma Coste l'a dit tout à l'heure, on sait faire. On sait faire. Il y a toutes les forces vives dans ce pays pour rénover ce qu'il faut. Alors, il y a des enjeux compliqués autour du surcoût qu'introduit le fait du réemploi, mais on y arrivera de toute façon. Et puis si on n'y arrive pas, il faudra faire comme pour MaPrimeRénov' ou comme pour le budget dédié à la rénovation thermique des logements, passer de 1 milliard d'euros à 2 milliards, maintenant je pense à 4 milliards, 4 milliards 3, peut-être plus. Il faudra les mettre, ces moyens. On n'a pas d'autre choix de toute façon. Mais en termes techniques, on arrivera à le faire. On arrivera à le faire, les forces sont là. Je prends l'exemple du logement social. Le logement social a déjà engagé, ça a été dit, la rénovation depuis longtemps. Elle était sur un rythme annuel de 110 000 logements rénovés par an. Mais les acteurs HLM peuvent faire plus si on leur donne les moyens. Mais l'équation, elle est simple du modèle économique. Si on ponctionne les HLM comme on le fait chaque année à coût de 1,3 milliard ou encore davantage, parce qu'il y a certains qui ont ce projet, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. Imaginez qu'on a produit 124 000 logements sociaux en 2016, que depuis 2 ans, on est à 95 000, qu'à la fin de cette année, on va être à 80 000. Il est là le problème aujourd'hui. Donc il faut faire les deux. Il faut faire feu de tout bois. Ensuite, je conclurai là-dessus sur la question que posait Cyril Poy. On voit bien qu'il y a un désaccord sur le diagnostic, sur les niveaux de production dans ce pays. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on est en train de mettre le thermomètre à la hauteur de ce qu'on est prêt à faire ou de ce qui est en train de se faire sans l'appui de l'aide publique. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, ayons ce débat-là, faisons remonter les besoins des territoires, cumulons-les au niveau national pour savoir quel est le niveau de production. Le début du CNR a été ouvert par des personnes qui nous ont fait un diagnostic à hauteur de 250 000 logements en besoin dans ce pays. Mais comment peut-on sortir des choses pareilles? Est-ce qu'on s'est préoccupé réellement de savoir quel était l'état du mal-logement? Le nombre de personnes qui sont hébergées chez des tiers, faut d'autres solutions. Alors ça ne se voit peut-être pas dans la statistique, dans les besoins au logement, mais il faut les intégrer si on veut répondre aux besoins sociaux de ce pays. Donc, il y a là un problème de diagnostic fort. Les niveaux de production dans tous les acteurs qui étaient réunis au CNR, en production neuve, je parle. Alors, en réno, on est plutôt entre 700 000 et 1 million par an. Hein, c'est ce qu'on a dit dans le groupe 3 du CNR. En production neuve, c'est plutôt autour de 450 000. Alors, on peut le tourner comme on veut par rapport aux besoins des territoires, mais au final, qu'on le prenne par le bas, par le haut, c'est à peu près ce qu'on a pu identifier dans les besoins. Donc, il nous faut la capacité de l'État de nous accompagner
On veut plus faire de Pinel? Eh bien, faisons autrement. Mais incitons, donnons la capacité d'intervenir aux acteurs qui doivent se mobiliser, donnons la capacité aux bailleurs sociaux de produire du logement très social et répondre aux besoins. Si, au moins qu'on nous dise, et je finis là-dessus, comment on compte faire, comment l'État compte se mobiliser sur sa politique du logement, mais des coupes sans lecture politique sur ce que nous allons faire et comment se mettre en capacité d'entraîner tous les acteurs dans ce chantier considérable qui fait le titre de cette table ronde, eh bien ça, on ne peut pas en rester là. Et monsieur le ministre, c'est votre défi pour les mois qui viennent. Merci Christophe. Rendez-vous est pris. On va rester dans le constat avec Julie de Roujoux, donc directrice générale déléguée du groupe Nexity. On va rester dans le constat et je vais prendre l'expression que vous avez dite tout à l'heure. Le marché est bloqué, hein, clairement. Donc expliquez-nous en quoi et comment le marché est bloqué. Écoutez, merci à tous et merci en particulier à Jean-Luc Béraud de son invitation et à tous de votre accueil. Je suis très contente d'être là et de participer à ces débats hautement animés et sur une question éminemment importante et qui nous porte de manière très importante également chez Nexity. Donc oui, notre constat à nous, c'est que le marché, il est bloqué aujourd'hui. Au sein du groupe, on a une activité de promotion, mais on a une activité de service également. Et donc, si je vous donne quelques éléments, côté promotion, si je parle de la vente aux particuliers, elle a chuté de plus de 40% depuis un an. Donc, c'est juste gigantesque. J'ai essayé d'imaginer un autre secteur d'activité qui verrait la chute de sa commercialisation de 40%, c'est juste énorme. Alors certes, on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux aujourd'hui pour produire, mais voilà, côté particulier, c'est moins 40%. Et quand vous faites en fait le petit calcul lié à l'augmentation des taux des emprunts, en fait, le Français, il a perdu aujourd'hui 20% de pouvoir d'achat immobilier. 20%. Voilà, c'est gigantesque. Et se dire qu'on va réussir à faire baisser le prix du logement de 20% pour pallier la hausse de l'emprunt, ça c'est impossible. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Mais côté ancien, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune transaction. Elles sont infimes. Et côté location également, le marché est totalement atone. Et les personnes les plus touchées, finalement, sont les jeunes, c'est-à-dire les primo-accédants, les jeunes qui vont vouloir louer un logement pour décohabiter, les jeunes étudiants qui vont vouloir aller ailleurs que sur leur territoire d'origine pour aller étudier, les jeunes actifs qui vont vouloir aller trouver un logement. On a de plus en plus de chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous disent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas recruter parce que les personnes ne peuvent pas se loger. 40%, je crois, le chiffre. Hein, oui. Donc la crise, cette crise de la demande, elle est partout. Moi, je ne voudrais pas quand même qu'en parlant de cette crise de la demande, on oublie aussi la crise de l'offre qu'on connaît aujourd'hui depuis plusieurs années, c'est-à-dire à la fois la rareté du foncier et la difficulté à faire sortir les projets, parce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, un désamour de la production de logements auprès de concitoyens. Il y a un effet not in my backyard qui joue à plein. Et donc, cette rareté de l'offre, finalement, pèse sur le prix du foncier. Je pense que vous en avez beaucoup parlé ce matin, mais vous savez, le prix d'un logement neuf, hein, ou d'un logement restructuré lourdement, parce que vous avez raison, Emma, il faut parler de production et pas seulement de construction, et ce virage-là, on l'a pris aussi chez Nexity, mais c'est principalement deux composantes, hein, c'est le coût du foncier et le coût de la construction. Donc tant que vous ne ferez pas baisser ces deux éléments-là, le prix du logement, il ne pourra pas baisser. Du coup, finalement, le sujet de la transition écologique, moi, je rejoins ce que vous disiez, Christophe, et ce qu'ont dit d'autres intervenants. Finalement, si on compare aujourd'hui à ce qu'on subit en termes d'augmentation du coût de la construction liée à l'inflation, finalement, la couche écologique, la couche du logement
vertu au plan environnemental, elle est plus si importante que ça. On y travaille depuis longtemps, donc on sait aujourd'hui l'intégrer. Alors on fait en sorte d'innover toujours plus. Je peux vous parler d'un bâtiment à Lyon qu'on réalise qui s'appelle le bâtiment 2226 avec un cabinet d'architecture internationalement reconnu, Baumschlager et Eberle Concept, qui vient d'Autriche. On construit le premier bâtiment sans chauffage en France. Donc vous voyez, l'innovation, on l'a fait nôtre, on la pousse et du coup, on réussit, bon an, mal an, à l'intégrer et au fur et à mesure des années, finalement, à ce qu'elle baisse. Donc je dirais que techniquement, je rejoins Christophe, on sait faire. La réhabilitation aussi, c'est un élément éminemment important. Alors la réhabilitation et le travail sur l'existant, c'est une palette excessivement large. Ça va de la restructuration lourde et de la transformation du bureau en logement, mais ça va jusqu'à la rénovation énergétique et la rénovation des copropriétés. Et ça, c'est un élément sur lequel on travaille beaucoup et qui est là aussi éminemment long. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la réglementation des copropriétés pour faire en sorte d'accélérer ce point-là. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment comment on finance le logement, comment on resolvabilise les acquéreurs, comment on resolvabilise et on redonne envie aux investisseurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient privés, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient institutionnels, parce qu'on a besoin de logements à l'accession, mais on a besoin aussi de logements à la location. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, et c'est ce business model aujourd'hui qu'il nous faut retrouver. Alors Julie, on va y revenir tout à l'heure dans les solutions, parce que là on fait le constat, mais c'est quand même important aussi de repartir avec des solutions. On va finir ce premier tour de table avec Sébastien Labourdette, donc, qui est président de la Fédération française du BTP des Pyrénées-Atlantiques. Monsieur Labourdette, votre constat, on va finir sur la séquence constat, et puis on va démarrer sur les propositions. Quelles sont aujourd'hui les propositions de la FFB pour redynamiser, pour débloquer le marché tel qu'il est aujourd'hui présenté, notamment dans la partie construction et dans le neuf? Très bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir à Bunus, merci monsieur le ministre d'être venu parmi nous, à nos côtés. Alors quand vous parlez le dernier de la journée, d'une journée qui parle que du logement et que vous devrez dresser un constat que personne n'a encore fait, c'est compliqué. Pour autant, c'est l'avantage de parler le dernier, donc tout a été dit. Dans le cadre du constat, pour aller assez vite, puisqu'on connaît tous le problème, la Fédération française du bâtiment est très très inquiète de cette situation, bien évidemment. Il y avait de grosses attentes sur le compte rendu du CNR et les décisions qui en seraient prises, et donc les propositions ont été faites, mais elles n'ont pas été prises. Pour remettre quand même dans le contexte ce que nous vivons au niveau du pays, c'est donc une trajectoire programmée à 309 000 logements cette année sur le logement neuf. Et même si tout un tas d'actions sont conduites pour de la rénovation énergétique, tout un tas de dispositifs nécessaires à la réhabilitation du parc existant, je pense qu'il faut surtout relancer l'outil de production pour pouvoir produire des logements supplémentaires. Et les logements supplémentaires ne peuvent être que neufs, puisqu'en réhabilitant le parc existant, on n'arrivera jamais à produire le nombre de logements que nous avons besoin dans ce pays. Les chiffres sont là, donc c'est aussi une notion de financement, on va en parler. Vous me parliez proposiez des solutions et on va en discuter. Le rejet des crédits aujourd'hui sur l'immobilier, c'est 44% de rejet actuellement. Le marché s'effondre, donc la Fédération française du bâtiment très très inquiète d'une situation qui regroupe aujourd'hui 50 000 entreprises, 1 200 000 salariés, donc c'est un effectif de production, un outil de production qui est calibré aujourd'hui pour produire les besoins de la nation. Et il serait inconcevable pour la Fédération française du bâtiment de casser l'outil, ou du moins de ralentir son développement, alors même que les différentes crises que nous venons de traverser a maintenu l'outil de production en état, et on a continué à former nos salariés pour pouvoir produire ces logements. Le recul, il est net. C'est aujourd'hui 37% de moins sur le logement individuel, c'est 22% sur la partie promotion. Les raisons, on les connaît, donc c'est peut-être la chance de ce problème, puisqu'on sait à peu près identifier les raisons de ce recul. Je vous disais, le parc existant, lui, seul ne suffira pas à subvenir à nos besoins. Et je pense que les raisons, elles sont de 4 ordres. C'est assez simple de les analyser, puisqu'on a une instabilité mondiale, premièrement, qui ne nous a pas permis aujourd'hui de pouvoir se projeter sur l'avenir. Une instabilité mondiale, la crise Covid que nous avons traversée, qui a un peu perturbé ce marché. On en parlait à l'instant, la dégradation du marché du crédit rapide, je pense que c'est le fond du problème majeur du moment, et c'est celui-là qu'il va falloir régler très rapidement. L'inflation, bien sûr, qui vient nous prendre en ciseaux,
sur toute la partie coûts de production, puisque tout le monde nous reproche quelque part que les coûts de construction augmentent, et c'est une évidence, sauf que les coûts de construction sont eux aussi le fruit de l'inflation, le fruit du coût des matières premières, de la dépendance que nous avons sur l'ensemble du territoire mondial pour récupérer des matières premières à ces prix-là. Mais n'oublions pas l'inflation normative et institutionnelle qui vient encore rajouter aussi des surcoûts. Donc je crois qu'il faudra faire des choix si on veut loger tous nos concitoyens dans ce pays. Il faut faire des logements accessibles, il faut peut-être éviter d'empiler les normes qui sont européennes, qui sont françaises, toujours plus contraignantes et parfois même locales. Voilà. Concernant la difficulté aujourd'hui de ce que nous vivons, Monsieur le Ministre, et je fais appel à vous sur ce sujet, nous avons vraiment besoin d'une vraie politique du logement, une vraie stratégie, donc je m'excuse de le répéter parce que ça a déjà été dit, mais c'est l'enjeu de ce problème-là, c'est de pouvoir définir à tout le pays une stratégie sur ce qu'est le logement, c'est donner de la stabilité. C'est ce qui nous manque, c'est donner de la confiance dans le milieu de la construction. Un cycle de construction, il est long. Quand on parle du document d'urbanisme et quand on parle de la livraison d'un appartement, on est à 5-6 ans. C'est donc un temps long et ça ne peut passer que vers une stabilité de la stratégie du logement qu'aura choisi ce pays. Bien évidemment, deux grosses déceptions, et je vais insister sur ce point puisqu'elles sont la clé des chiffres que je viens de donner. C'est donc l'échec sur le PTZ qui se recentre aujourd'hui dans quelques zones de France. Le recentrage qui a été proposé abandonne aujourd'hui 93% du territoire français. Je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire de cette décision. Et c'est aussi, comme vous le disiez, madame, la confirmation de la fin du Pinel dès la fin 2024, qui donc ne permettra pas, pour toute une partie du parc locatif et neuf, de pouvoir continuer à investir dans ce dossier. Alors, pour le résumer sur un ton un peu humoristique sur la partie constat, c'est un peu la blague du fou de Gottlieb qui disait au type qui peint le plafond, accroche-toi au pinceau, je vais te retirer l'échelle. On a à peu près tout enlevé, on a juste oublié de proposer autre chose pour pouvoir installer sur la durée un investissement programmé qui permettra à tout le monde de s'y retrouver. Je ne vais pas insister sur ce qui a déjà été dit. Pour moi, le logement, et je pense que c'est la position de la Fédération française du bâtiment, c'est pas une question, c'est pas une équation budgétaire. Ça peut pas se résumer à ça. Et c'est pour ça que nous, au niveau de la Fédération française du bâtiment, je peux donc passer aux propositions. On fait deux propositions qui sont claires et que vous connaissez puisqu'elles figurent dans le CNR. Ce sont donc une remise à niveau du PTZ. C'est le seul dispositif sur le neuf qui permettra de redémarrer de façon quasi la plus rapide possible, en tout cas, la construction de logements neufs en France, puisque c'est ce qui est nécessaire. C'est aussi une remise à niveau des prix et remise à niveau des barèmes de ces PTZ. N'oublions pas que la société a évolué, on parlait des surcoûts, les prix ont bougé, les plafonds ont bougé, les salaires ont bougé. On est sur des niveaux d'évaluation qui sont de 2016. Donc ce PTZ-là, il le faut fort et présent partout sur le territoire. On ne peut pas aujourd'hui imaginer laisser 93% du territoire seul. Il faut monter à 40% d'intervention. À peu près partout, il y a beaucoup de zones en France qui sont des zones rurales. Je discutais avec un industriel du bassin de la communauté des communes de la Cortès, qui est un bassin que vous connaissez bien à côté de chez nous, un industriel qui cherche 1200 salariés pour l'année prochaine, parce qu'il y a une réindustrialisation de la société dans cette zone-là. L'entreprise arrive, on n'est pas capable de loger les salariés sur ce site et sur cette zone. Donc je pense qu'on ne peut pas laisser ça que sur des zones tendues. Je pense aussi qu'il faut garder le principe de quotité pour qu'on puisse respecter les niveaux de prix qui sont différents dans le pays, justement en termes de zones rurales et de zones tendues. Donc la quotité d'intervention sur un PTZ est nécessaire. Je veux dire aussi que ce que nous vivons là... Rapidement. Oui, rapidement. Oui. Du coup, ce que nous vivons là, c'est que, et je veux le dire haut et fort, Monsieur le Ministre, le PTZ, on nous fait le procès du coût. C'est faux, parce qu'aujourd'hui, le PTZ, si on le prend dans son ensemble, l'investissement qui est mis là-dedans par l'État génère un bénéfice net de 35 000 € par logement si on va de bord à bord, puisque les recettes générées par la construction, que sont la TVA, les fiscalités locales, toute la fiscalité qui s'applique autour d'un prêt à taux zéro, permet aussi à l'État d'engranger des recettes qui, à terme, au bout de 5 ans, permettent de retrouver un retour sur investissement. Vous avez chiffré là le PTZ de vos rêves en année? Le PTZ de mes rêves. Oui, combien ça coûte? Vous voulez un PTZ à 40% du territoire. Enfin, vous avez chiffré un petit peu la mesure? Alors, je l'ai pas histoire chiffré, que le ministre puisse commencer à rédiger son chèque. Oui, je vais le laisser faire. Il a oublié son chéquier. Il a oublié son chéquier. Voilà, je termine mon propos là-dessus parce que j'y crois profondément. Alors, on peut en rigoler,
Mais le logement et le bâtiment, je pense que ce n'est pas un coût au sens large pour l'État et pour la nation, j'en suis persuadé. Et pour terminer mon propos, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de relancer de façon immédiate le statut de bailleur privé, puisqu'il serait inconscient d'arrêter le dispositif Pinel sans autre dispositif complémentaire pour l'investissement. Faisons confiance aux ménages. Faisons confiance aux ménages aussi. On a besoin de tous les efforts de la nation pour relancer la production de logements dans ce pays. Voilà. Bon, monsieur le ministre, bon courage. Oui, merci, monsieur Labordette. Cyril, je me permets de dire juste un mot. Emmanuel, tu as 6 minutes pour dire un mot. Non, mais je dois partir, monsieur le ministre, je vous prie de m'excuser, mais le prêt à taux zéro, c'est un très bon exemple. On nous a annoncé la suppression du prêt à taux zéro dans la zone C, donc quasiment tout le territoire national, et ce recentrage sur la zone la plus chère où jamais personne n'a utilisé le prêt à taux zéro, car c'est déjà trop cher. Mais il y a encore mieux. Le prêt à taux zéro, on l'utilise dans l'accession sociale. On a aujourd'hui 4000 accédants qui ne savent pas s'ils ont droit au prêt à taux zéro sur l'année, là. L'accession sociale, de l'accession HLM, prix maîtrisé, pour des primo-accédants qu'on accompagne. Le prêt à taux zéro, on l'utilise pour la vente HLM, pour aider nos locataires à acheter des logements. Le prêt à taux zéro, c'est encore mieux. On l'utilise, c'est un outil majeur de mixité sociale pour faire de l'accession sociale maîtrisée dans les quartiers de politique de la ville en programme en NPNRU. Et alors là, on l'a plus pour deux raisons. D'une part, alors j'espère, monsieur le ministre, que vous aurez les arbitrages. J'en parle là parce que c'est des arbitrages qui jouent en ce moment. Ça a été recentré, donc on n'y a plus droit, mais il y a mieux. On nous dit que pour de l'habitat collectif, et on ne peut plus avoir du prêt à taux zéro pour de l'habitat individuel, mais en bande. Donc ces maisons individuelles en bande, groupées, merci, qu'on nous a demandé de développer dans justement un schéma urbain d'un peu d'utilisation des fonciers et pour faire de la mixité par rapport à des quartiers HLM anciens. Donc c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'une mesure économique qui rapporte pas tant que ça en économie d'ailleurs à l'État, on est en train de couper le système de l'accession. Tu veux dire la baisse, la coupe non, mais pas tant que ça. La coupe drastique. Alors c'est vrai que je suis un peu moi aussi vexée parce que dans un autre temps, j'avais beaucoup poussé pour augmenter le prêt à taux zéro et que ça marchait. Mais ça, c'est le passé. Mais surtout, on nous dit, faites de la mixité sociale, arrêtez la ségrégation territoriale, faites de l'habitat groupé qui amène un schéma de densité intéressant et qui renature et tac-tac. Accompagner des ménages de la première ligne. Et en même temps, on vous coupe les aides. Le prêt à taux zéro, c'est ce qui permet à des gens qui n'ont pas de patrimoine de se lancer dans la primo-accession. Et je vous le dis, c'est pas une économie démente pour l'État. Eh bien, vous savez quoi ? Ça a été annoncé comme ça. Je sais que les services du ministère du Logement et du ministère de l'Écologie sont de notre côté, sont notre lecture. Mais la réalité, c'est que moi, je ne sais pas ce qui est écrit dans la loi de finances dans un mois. Et donc, j'ai 4000 accédants. Je sais parce qu'il y a Le Col qui est présent, Domo France ou ça. Il est là-bas. Aquitanis, ils ont tous des programmes d'accession sociale. On ne sait pas s'ils sont maintenus dans les mois qui viennent. Et là, on ne parle pas de trucs déments d'un point de vue financier, on ne parle pas de gabegie, on parle de la résidence principale de ménages qui sont très souvent les ménages de la première ligne et de la seconde ligne. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que il y a un moment, oui, la politique, c'est important. Oui, et être cohérent, c'est important. Et soutenir des gens qui tiennent le pays, qui le portent à bout de bras, il faut leur envoyer des signes et pas, là, actuellement, les mettre dans une situation de détresse totale. Parce que nous, bailleurs sociaux, on s'en remettra si nos programmes sont bloqués. Mais nos ménages, là, ils font quoi ? Et je vous le dis, monsieur le ministre, mais vous le savez, je ne veux pas juste que vous me trouviez un prolongement pour l'année 2023-2024. Moi, je veux être soutenue sur la durée pour de l'accession sociale où les gens aient droit à un prêt à taux zéro parce qu'ils n'ont aucun patrimoine. Donc, c'est un très bon exemple qui vient d'être sorti, parce qu'on voit bien quand même aussi qu'à un moment, comme tu l'as dit, Christophe, on ne peut pas être juste la cible des économies, excusez-moi, un peu idiotes et surtout pas utiles à la société. Et je vous prie de m'excuser, il faut vraiment que je m'en aille, mais à l'année prochaine. Salut Emma. À l'année prochaine. Merci. Monsieur le député, un petit mot, parce que là, Emmanuel Cos a évoqué le PLF qui va occuper, qui s'annonce ardu et complexe. Dans les outils, notamment, il y avait un sujet aussi autour de la TVA, qui a été comment vous voyez arriver le PLF et quels sont vos recommandations ou avis ou préconisations, ou en tout cas vos lignes rouges peut-être? Effectivement, le PLF va arriver et on nous a promis à l'époque de l'ancien gouvernement, mais la Première ministre n'a pas changé, donc j'ose espérer que la promesse sera tenue, que nous pourrons aborder la question du logement dans le PLF.
en tout cas qu'une grande partie de ce PLF sera consacrée à la question du logement. Reste la question qui n'est plus tabou, dont tout le monde sait la fin de ce PLF qui sera sûrement clôturé par un 49.3. Donc je fais le souhait que nous puissions débattre du logement dans le fond, de façon de prendre le temps et justement d'aborder toutes les possibilités qui peuvent intégrer dans le PLF. Même si on sait très bien que toute la politique du logement ne peut pas rentrer dans la question du PLF. Je redis tout à l'heure la nécessité de faire une grande loi de programmation ou plein de petites lois, mais qui aboutiraient à une loi de programmation. Donc, effectivement, moi, j'ai de l'espoir que dans le PLF, on puisse aborder les sujets fiscaux sur la question des meublés de tourisme, la question des plus-values dont on a parlé ce matin, qui est une vraie question aujourd'hui sur la taxation des plus-values, qui pourrait être justement reversée envers les collectivités locales pour investir dans le logement. Parce qu'aujourd'hui, on a, notamment sur ce territoire, ça a été cité ce matin par le PFL, des maisons qui se vendent à des prix démentiels par des gens qui ne sont pas issus du territoire, parce que sur ce territoire, les gens qui y travaillent n'en ont pas les moyens d'acheter une ancienne ferme à 1 million d'euros. Et de dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on vient taxer cette plus-value-là, qu'on reverse à la collectivité, à la CAPB ou à la commune ou à l'échelon départemental pour pouvoir réinvestir dans la question du logement. Donc c'est un débat qu'on posera dans le PLF, qu'on a déjà posé l'année dernière, notamment avec la question de la décorrélation sur la taxe sur les résidences secondaires de la taxe foncière, la question de la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires avec le fameux plafond. Et il y a aussi cette question de la TVA, ou en tout cas de l'incitation fiscale sur l'utilisation notamment de matériaux biosourcés et de matériaux renouvelables dans la construction. Il y a une idée, on a parlé du col, Emmanuel a parlé du col avant de partir, ce n'est pas mon idée, c'est celle de M. Urbana notamment que je vois là-bas, la question de la prime bas carbone, mais aussi de ce qu'on appelle le zéro reste à charge ou la question de la prime bioclimatique qui a été portée notamment par Boris Vallaud et Jean-Louis Bricout, de comment on valorise aujourd'hui l'usage de ces matériaux biosourcés pour les rendre intéressants. Il y a ici, sur ce territoire, des entreprises, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de la publicité déloyale, mais il y a des entreprises ici sur ce territoire qui le font déjà et qui ont besoin d'accompagnement parce qu'elles sont vertueuses, parce qu'elles ont envie, c'est des entreprises du BTP du département qui ont envie de s'inscrire dans ce système-là de la construction bénéfique pour le territoire, pour ses habitants, mais aussi pour l'intérêt bioclimatique du territoire. Et enfin, une dernière chose, sur l'inflation, on en avait discuté, M. Labourdette, quand on s'était rencontrés, on monte souvent du doigt les entreprises du BTP qui se feraient de la marge parce qu'elles ont gonflé leur prix de construction. Mais la question, comme sur d'autres sujets, au niveau de notre pays et de notre niveau économique, c'est la question des super-profits. Parce que ce n'est pas les entreprises du BTP du département qui font des super-profits. C'est les grandes entreprises de béton, de ciment, qui vont à l'international, qui profitent de cette inflation parce que les prix ont augmenté entre 10 et 20%, mais leurs marges de Lafarge, etc., pour ne pas les citer, leurs bénéfices ont eux aussi augmenté de 10 à 20%. Donc il y a bien aussi des gens qui profitent de cette crise du logement et il serait peut-être temps de s'interroger, d'aller chercher l'argent là où il est pour en faire bénéficier à la majorité. Merci, monsieur le député. Écoutez, il est 16h02, on voudrait quand même... on a encore une dizaine de minutes pour être dans les délais. On voudrait que peut-être dans la salle il y ait une ou deux réactions, donc n'hésitez pas à lever la main si c'est nécessaire. Christophe, évidemment, Julie et Sébastien, un dernier mot. Proposition. Sébastien, il a déjà fait ses propositions. Peut-être faire très vite. Mais on va quand même... Allez-y, Christophe, allez-y. Oui, on a déjà dit beaucoup de choses et beaucoup de choses ont été dites ce matin. Mais moi, je pense quand même que il y a une priorité qui doit être donnée à la question des plus fragiles. Donc il y a un moment où je pense qu'un des éléments de la politique du logement qui a été orienté vers le bon sens, c'est la politique du logement d'abord. Nous l'avions demandé. Nous l'avions porté pendant une dizaine d'années, je dis nous, les associations, les acteurs mobilisés, un changement de paradigme qui consiste à dire arrêtons de dépenser ou d'ouvrir des nouvelles places d'hébergement d'urgence. Il faut le faire quand les besoins sont là, mais les personnes ont besoin... comment ? Il faut faire court, Christophe. Oui.
Non, mais je te vois revenir au premier. Il faut booster quinquennat. le logement d'abord. Merci, Monsieur Poy. Je vais faire vite alors. Vraiment les enjeux d'aménagement. Mais ça rejoint la question des objectifs de production comme de rénovation. Donc il faut qu'on ait des objectifs qui soient pluriannualisés. Ça rejoint la loi de programmation. Moi, j'ai le souvenir du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. Ça donnait de la visibilité à tous les acteurs. Ça permettait de faire monter en puissance l'appareil de production. Ça permettait de mobiliser tous ceux qui étaient investis dans les différents points. Donc là, on ajoute la rénovation par rapport à la construction neuve, de façon à ce que chacun et que les filières puissent s'organiser en conséquence et sachent où on va. Ça rejoint la question de la formation, etc. Logement social, il faut réabonder le FNAP. L'État s'est désengagé, il faut qu'il remette des billes, notamment sur le trait social. Je pense qu'il faut on repasse à la TVA 5,5. N'oubliez pas qu'en 2018, on a fait passer la TVA à 10. Donc ça a été aussi un surcoût pour les HLM. Une autre idée, c'est de pouvoir reconventionner des logements sociaux, le haut de gamme, les PLS en PLAI, pour pouvoir loger les ménages les plus défavorisés. Ensuite, on ne peut pas laisser les primo-accédants, les jeunes, les ménages modestes dans cette situation. Donc ça a été dit sur le PTZ. Regardez les propositions du CNR sur le BRS. Vraiment, on peut faire sortir de la spéculation des logements, du foncier. Ça peut servir aussi peut-être à racheter les logements F et G dont on parlait tout à l'heure, qui risquent de sortir du marché ou donner lieu à des mauvais usages. Ça a été dit dans la matinée, donc je n'y reviens pas. Mais ce chantier du BRS, regardez ce que font d'autres pays, ça a vraiment des vertus. Et on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec les OFS, je pense, dans notre pays. Ensuite, tout un volet qui concerne l'encadrement des marchés. Ça coûte pas cher. Il faut aller plus loin sur l'encadrement des loyers. Vraiment. Regardez les premiers résultats de la mairie de Paris, enfin de la ville de Paris, en termes de baisse d'identification des logements qui sont trop élevés par rapport à la norme, et comment ils ont réussi à faire baisser. Si on fait ça partout où les collectivités sont volontaires pour le faire, là pour l'instant l'État par exemple a refusé à Grenoble ou à d'autres, je pense qu'il faut laisser les collectivités faire. Ensuite, le fonds friche, on en a dit ce matin, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut le renforcer, mais nous étions aussi favorables à une aide aux maires bâtisseurs. C'est un signal pour les encourager à construire. Dernier point, parce qu'il faut faire vite, voilà. Mais sur la fiscalité, je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup mieux à faire. Vous le savez, je crois que ça a été évoqué aussi ce matin sur la fiscalité sur les terrains à bâtir. On peut inverser une fiscalité qui soit plutôt croissante dans le temps, mais pas seulement. Il y a d'autres outils. Il y a ici beaucoup de compétences pour établir des propositions. Et il me semble qu'à un moment, il va falloir partager le gâteau. Je rejoins sur la fiscalité des plus-values. On peut faire mieux. Il y en a beaucoup qui se gavent. Vous avez peut-être vu dans le Figaro Immobilier récemment, il y a eu un article qui montrait que le nombre de millionnaires est beaucoup augmenté en France. Ça date d'il y a 3 jours. Des statistiques qui sont sorties uniquement grâce à l'immobilier. Il y a du blé sur l'immobilier. Je pense qu'on peut en prendre une partie sans être confiscatoire pour servir finalement la réparation de la ville dont on a besoin sur les volets rénovation, sur les volets production et sur les volets lutte contre la ségrégation spatiale. On peut penser effectivement des fiscalités locales à l'échelle locale qui reviennent aux collectivités locales. Enfin, puisque décentralisation est question dans ce gouvernement, mais sans trop savoir où on va, je pense vraiment qu'il ne faut pas lâcher le rôle de l'État sur les fonctions importantes pour donner l'impulsion, donner le mouvement. En revanche, on peut discuter, et c'est ce qu'on a proposé dans les AOH, les nouvelles autorités organisatrices de l'habitat, de pouvoir déléguer un certain nombre de moyens ou de compétences pour les adapter mieux au territoire. Et je crois qu'on est tous ici convaincus de l'utilité d'avoir une politique qui soit un peu plus en phase avec la réalité territoriale. Donc il y a des choses, il y a eu une montée en compétence des agglomérations sur ces sujets, il y a une montée en compétence des collectivités, des intercos. Avec les AOH, on peut aller plus loin. Il y en a qui sont prêts. Je pense que ce serait dommage de rater le coche. Il y avait des propositions dans ce sens-là. Puis comme il faut faire vite, je m'arrête. Merci, voilà. Allez, merci beaucoup. Julie, je crois qu'il y a deux propositions, deux ou trois. Oui. À l'essentiel. Merci. Très, très rapidement. Non, sur le sujet initial, je dirais, du coût technique, je crois que l'exercice a déjà été fait, mais je crois qu'il faut vraiment aller encore plus loin sur les sujets de l'innovation et de ces fameux permis d'innover, parce que aujourd'hui, la construction innovante, quand on regarde ce sujet-là, quand on regarde toutes les dérogations réglementaires qu'il faudrait, elle n'est jamais prise à travers le prisme de comment fait-on pour que cette innovation finalement coûte le même prix ou coûte pas beaucoup plus cher que de la construction classique. Je vous donne un exemple. Je parlais de notre immeuble 22-26 à Lyon tout à l'heure, immeuble sans chauffage. Et en fait, il a fallu quand même se raccorder au chauffage urbain. Il a quand même fallu mettre de la VMC double flux. Voilà. Donc tout ça, ça vient renchérir le coût.
ça vient doubler, dérisquer, on ne sait pas la promesse. Mais en tout cas, c'est pour moi un frein à l'innovation, dans le sens une innovation qui permettrait de baisser le coût du logement, ou en tout cas de produire un logement plus vertueux au même prix que le logement classique ou que le logement ancien. Le sujet de l'industrialisation, nous, on y croit beaucoup chez Nexity. On s'est positionné récemment avec un partenariat avec, malheureusement, une entreprise qui est anglaise, mais qui fait de très jolies choses et qu'on compte bien aider à s'installer en France. Pour cela, il faut un outil de production. Et pour convaincre les investisseurs de venir sur cet outil de production, il leur faut un peu de lisibilité, un peu de visibilité. Donc ça rejoint un peu le sujet de la planification et de cette capacité pour nous aussi, acteurs privés, vous en parlez pour les acteurs sociaux, mais c'est le cas aussi pour nous, pour les acteurs privés, d'avoir un peu de vision long terme et pourquoi pas des garanties de l'État sur cette production, sans quoi nous n'y arriverons pas. Et nous, on est convaincus qu'on a des enjeux de qualité, des enjeux d'accélération de la construction et qui font que c'est le bon moment pour pousser ces sujets d'industrialisation. Je ne reviens pas sur les sujets de rénovation énergétique, et notamment dans les copropriétés, où aujourd'hui on a un vrai sujet de fonctionnement des copropriétés qui empêche finalement de faire. Et donc, je viens sur mes propositions, sur les propositions que de nombreux acteurs portent sur le sujet du financement. Moi, il me semble qu'il y a 2 axes importants. Évidemment, le statut du bailleur privé. Je crois que ça a été une ouverture qui a été faite dans les conclusions du CNR. Il faut qu'on sache, en tant qu'acteur privé, qu'on ait une visibilité de long terme sur ce fameux statut pour pouvoir redonner envie, encore une fois, aux bailleurs privés de venir sur le marché du logement. Et puis, il y a le sujet de la propriété progressive. Alors, dans le social, ça s'appelle le BRS, mais il y a aussi des systèmes qui se mettent en place côté privé, qui sont balbutiants aujourd'hui, qui existent à l'international de manière beaucoup plus importante. Et je pense qu'il est du devoir de l'État, Monsieur le Ministre, de contribuer à promouvoir, à démocratiser ces mécanismes qui doivent pouvoir permettre aux acquéreurs de revenir sur le chemin de la propriété. Merci. Julie Derojoux, il y a Christophe Robert. Merci. C'est juste un point que j'ai oublié de pointer du CNR. Mais c'est l'encadrement du prix du foncier. Lisez ce qui a été produit sur la question. C'est la première fois que on travaillait avec votre directrice générale en tant que co-animateur. C'est la première fois, je pense, que tous les acteurs étaient alignés sur le sujet. C'est le groupe animé par Catherine Sabat, notamment. Absolument. Je salue Catherine qui est ici. Il y a vraiment un chantier qui a été ouvert pour essayer alors vous l'avez dit ce matin, d'aller au maximum de densité des PLU, mais pas seulement. On pense qu'il faudrait même une petite mission pour travailler le sujet, pour affiner, pour qu'il n'y ait pas de concurrence aussi avec le logement social. Il faut qu'on trouve les bonnes formules. Mais en tout cas, il se trouve, je crois, Catherine, qu'on peut le dire, qu'il y avait vraiment des éléments de consensus sur la nécessité d'agir dans ce sens. Et puis, bien sûr, sur le foncier public, avec des contreparties également, avec un niveau des prix fixé par les domaines qui puisse éviter les concurrences aussi sur le prix. Parce qu'on voit que c'est haussier, ça porte à la hausse. C'est vraiment un sujet majeur que j'avais oublié de citer. Donc voilà. Eh bien, cet oubli est réparé. Merci beaucoup donc à tout le monde. On ne va pas avoir le temps de prendre des questions, désolé. Non. Merci à Jean-Baptiste Ray, à Christine Lecomte, Emmanuel Cos qui nous a quittés, Julie Derojoux, Iñaki Echanis, Sébastien Labordette, Christophe Robert. Merci à vous tous pour votre attention. Donc merci à tous.